nom des médiathèques d'Orléans, je tiens à vous exprimer le plaisir que nous avons d'accueillir une nouvelle fois les rendez-vous philosophiques d'Orléans Tours, avec un thème magnifique dont je ne parlerai pas. Voilà, c'est un bon moment, une belle journée en perspective. Encore 2 autres rendez-vous à la médiathèque, ici, dans cet auditorium. Et pour ne pas me tromper, je regarde mon papier, ce seront les jeudis 2 et 9 mai à 18 h. Je vous cède la parole et merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonjour, effectivement, bonjour à tous. Merci à la médiathèque d'Orléans de nous accueillir. Alors, le thème de l'animalité, notre rapport aux bêtes, etc., a été évoqué de beaucoup de manières depuis le début de ces conférences. Ce matin, vont être mobilisées des ressources pour penser, qui sont des ressources, à mon avis, fondamentales, puisque on a eu des conférences d'éthologues, de spécialistes de l'écologie, de spécialistes de la cognition, de philosophes. Bon. Et donc ce matin, la première conférence va avoir pour objet l'imaginaire animal et la manière dont il nous aide à penser la condition humaine. Et donc c'est Marc Suskind, à ma droite, qui va évoquer la figure de Racine. Donc, Marc Suskind est docteur ès-lettres. Voilà, je crois que je dois avoir un exemplaire de ta thèse à la maison. Et donc il va évoquer voilà, fauves et créatures mythologiques dans les tragédies de Racine. Je pense que le but de l'opération, c'est que le public puisse poser 2-3 questions. Donc je pense que l'intervention va durer entre 40 et 50 minutes à peu près. Voilà. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, pour commenter et analyser Racine, rien de mieux que de pouvoir entendre les vers. Et du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Cherki, qui est comédien et qui me fait l'amitié de venir animer cette conférence par des lectures, car la poésie n'est palpable que quand elle est bien lue et lue par des voix d'acteurs. Alors, les animaux chez Racine. Donc, en premier lieu, il convient de savoir que ces animaux, ils sont d'abord présents dans les armoiries familiales de Racine. Et c'est Georges Forestier qui, dans sa somme sur la biographie de Racine, qui est parue chez Gallimard en 2006, nous dit que généralement les armoiries de plusieurs familles étaient en fait sous forme de rébus. Et dans Racine, il y a le rat et il y a le cygne. Et au XVIe siècle, cygne se disait cyne. Et donc, ce sont ces 2 animaux qui apparaissaient dans les armoiries familiales. Racine ayant accompli une parfaite vie de courtisan, 2 ans avant sa mort, en 1697, écrit à sa sœur: « Je sais que les armoiries de notre famille sont un rat et un cygne, dont j'ai seulement gardé le cygne parce que le rat me choquait. » Et donc, il apparaissait sur ces armoiries un cygne argenté sur fond azuré. Alors, j'aurais pu faire ma conférence sur les sciences héraldiques et vous parler du bestiaire dans les armoiries françaises de la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais j'ai préféré me pencher sur 2 problématiques. D'une part, sur la confrontation du personnage héroïque et tragique face à l'animal, son environnement, les combats. Et malgré le début de cette matinée, je vais plutôt vous conduire dans les chemins obscurs et dans les palais ténébreux à l'orée de la nuit. Et le deuxième axe est sur la confrontation entre les hommes et leur bestialité, notamment face au pouvoir et par rapport à la passion amoureuse. Alors en premier lieu, la confrontation par rapport à la bête. Racine, bien évidemment, s'inspire de la mythologie grecque, et le monstre apparaît comme une créature vengeresse envoyée par les dieux, et les personnages qui affrontent ces animaux n'ont aucune chance de s'en sortir vivants. Le combat est tout à fait inégal, et les personnages le savent bien. Ils acceptent leur sort et meurent en héros dans un déferlement de violence. Dans les tragédies, les personnages ne meurent pas comme le commun des humains, ni comme le commun des mortels. Ils le font, leur mort est une mort sanglante, est une mort violente, qui est l'aboutissement d'épreuves et de traversées difficiles et fatales
qui n'incombe pas à l'humanité moyenne. Sur le deuxième axe, et notamment sur la bestialité qui n'est pas réservée aux seuls animaux, mais qui est réservée au comportement de certains personnages, qui exercent une certaine brutalité, une certaine violence par rapport à leur entourage. Ces personnages, évidemment, se confrontent aux héros valeureux qui, eux, possèdent les qualités de tempérance, de générosité et de malignité. On les retrouve notamment dans Alexandre, mais ce qu'on retient de Racine, c'est avant tout les monstres qu'il dépeint. Ce sont les personnages qui ont un rôle de prédateur et qui développent des rapports de violence primitive avec leur proie. Cette férocité les rapproche des grands fauves, et Racine, évidemment, insiste sur le caractère particulièrement noir et sauvage de ces rois, de ces princes qui exercent un pouvoir tyrannique, qui entre eux se déchirent, et on y trouve là l'essence même du tragique, la catastrophe, le chaos, la tragédie étant l'exacerbation des passions les plus bestiales, et la frayeur et la pitié permettent une purgation des passions, comme on le sait chez Aristote dans sa poétique, afin de susciter les émotions les plus fortes. Racine donc présente toute une série de meurtres sous un vernis de galanterie, et les pièces qui sont les plus noires n'ont pas forcément connu un très grand succès du temps de son vivant à cause de ses emportements intempestifs. Donc pour présenter mon plan autour des deux axes que je vous ai indiqués, nous aurons dans un premier temps un développement autour de Phèdre et de l'apparition du monstre à la fin de l'acte 5, un descriptif autour d'Andromaque et notamment sur la figure d'Oreste attaqué par les Érynies. Ensuite, autour de Bajazet, la figure de l'ange exterminateur, et on terminera sur Britannicus et le personnage de Néron, une sous-partie que j'ai intitulée « L'œuf du serpent ». Donc, on débute avec le surgissement du dragon qui vient anéantir dans Phèdre le fils de Thésée. Thésée vient d'être convaincu par la suivante de Phèdre que Hippolyte, pendant son absence, a abusé de la reine de manière violente. Thésée en appelle alors à la vengeance des dieux et décide de faire périr son propre fils. Son fils sera donc exposé à un dragon envoyé par Poséidon, et on va tout de suite écouter le discours de Théramène, donc Théramène étant le confident et gouverneur d'Hippolyte. C'est donc à la fin de l'acte 5, le récit de Théramène. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char. Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblaient se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sorti du fond des flots, des airs en ce moment, a troublé le repos. Et du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé. Des coursiers attentifs, le crin s'est hérissé. Cependant, sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux, parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes. Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes. Indomptable taureau, dragon impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. Ces longs mugissements font trembler le rivage. Le ciel, avec horreur, voit ce monstre sauvage. La terre s'en émeut, l'air en est infecté. Le flot qui l'apporta recule, épouvanté. Tout fuit. Et sans s'armer d'un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul digne fils d'un héros, arrête ses coursiers.
saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tombés en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte et, sourds à cette foi, ils ne connaissent plus ni le frein ni la voie. En efforts impuissants, leur maître se consume. Ils rougissent le mort d'une sanglante écume. On dit qu'on a vu, même en ce désordre affreux, un dieu qui, d'aiguillons, pressait leurs flancs poudreux. À travers des rochers, la peur les précipite. Les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourris. Il veut les rappeler, et sa voix les effraie. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent non loin de ces tombeaux antiques où des rois, ses aïeux, sont les froides reliques. J'y cours en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit, les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant qu'il referme soudain. Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin, après ma mort, de la triste Aricie. Cher ami, si mon père un jour désabusé plaint le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rende. À ce mot, ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré, triste objet, où des dieux triomphe la colère et que méconnaîtrait l'œil même de son père. Donc, on voit dans cette apparition de la bête une intervention à la fois sur la terre, sur la mer, dans les airs. Le monstre surgit, occupe tout l'espace, il domine l'ensemble des éléments avant de terrasser le personnage. Il contamine, il empoisonne la mer, il empoisonne les airs, et sa forme monstrueuse, moitié taureau, moitié dragon, surgit de la mer, saute sur le rivage, s'envole également. Il a une force évidemment quasi divine, et son objectif évidemment est d'atteindre Hippolyte. Il l'attend, Hippolyte est seul, ses coéquipiers ont fui, il se bat en héros, il dompte sa peur, retrouve ses réflexes de chasseur et use de ses armes avec habileté. Dans un premier temps, il blesse l'animal en fureur et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure, mais cette blessure n'est pas la mort et la bête s'anime alors de force nouvelle. De rage et de douleur, le monstre bondissant vient au pied des chevaux tombés en mugissant. C'est cette mort qui, de l'animal, va provoquer celle du héros. Cette peinture extrêmement vive, extrêmement vivace, ça s'approche d'une part évidemment des modèles de Racine qu'on trouve chez les Grecs, notamment chez Euripide, mais on trouve également aussi des figures hallucinatoires, notamment dans l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous lis, parce que le texte est aussi magnifique. Alors je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard, ses pattes étaient celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion, et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. Donc, pour revenir à Racine, on voit qu'on a effectivement cette figure extrêmement imposante, mais en même temps, les chevaux, évidemment, sont omniprésents, puisque ce sont eux, de manière définitive, qui livrent leur maître à une mort certaine.
On sait que dans la mythologie, Poséidon est le maître des chevaux, puisqu'il a appris aux hommes à les dompter. Et ce qu'il importe, c'est qu'on assiste effectivement à un personnage disgracié. Hippolyte, fils indigne de son père, accusé à tort, mais accusé quand même d'avoir abusé de sa belle-mère. Fils indigne également de la reine des Amazones, puisqu'il est le fils de l'Amazone. Et en même temps, le patronyme même, Hippolyte, renvoie ironiquement aux chevaux. Et on voit effectivement que ce sont eux qui le condamnent de manière radicale. Les chevaux ne sont donc plus des animaux domestiques, mais des bêtes peureuses devenues sauvages. Elles sont 2 fois coupables, elles n'ont pas reconnu ni obéi aux ordres de leur maître, et en plus, elles ont condamné la main qui les a élevées et qui les a nourries. Alors, avant l'apparition du monstre, et notamment du dragon, il est important de resituer le contexte et notamment de parler de Thésée et des références assez régulières qui apparaissent sur le combat que le héros mène tout au long de sa vie pour effectivement terrasser des animaux malfaisants. Dans la scène d'ouverture, Hippolyte annonce à son confident, pour rappeler les exploits de son père, les monstres étouffés et les brigands punis, Procuste, Cercion, Eschiron et Sinis. Alors, dans ce détail et dans cette accumulation de noms, il faut revenir à l'origine de la mythologie de Thésée, à savoir qu'il est le fils d'Égée, roi d'Athènes, et que sa mère l'élève seule à Trézène. Égée, son père, a laissé avant son départ une paire de sandales et une épée sous un énorme rocher. Thésée, adolescent, vers 15-16 ans, soulève ce rocher, prend les affaires de son père et décide de partir pour Athènes afin de rejoindre le royaume paternel. Le chemin est semé de dangers, de menaces. Sur la route, Thésée utilise l'épée paternelle et élimine un à un les brigands qui sévissent, et donc parmi eux Sinis. Il y a aussi d'autres animaux. Il y a la truie de Chromion qui est dévoreuse d'hommes. Il y a Cercion, il y a Procuste et aussi il y a Schiron. Alors Schiron est un monstre, est un brigand particulièrement terrible puisqu'il a l'habitude de précipiter les voyageurs qu'il rencontre dans les rochers après les avoir contraints à lui laver les pieds. Et une fois qu'ils sont précipités, il y a une énorme tortue, une tortue dévoreuse d'hommes, une tortue cannibale qui attrape les victimes. Et évidemment, Thésée intervient et se débarrasse de toutes ces créatures malfaisantes. Il arrive enfin à Athènes. Et ces épreuves ne sont pas terminées, puisque déjà, dans un premier temps, il croise Médée. Donc Médée, la magicienne qu'on connaît, elle a ensorcelé Égée, et son but premier est d'empoisonner Thésée pour faire régner son propre fils. Il est organisé une cérémonie auquel Thésée assiste, et Égée reconnaît son fils, non pas parce que, par son visage, parce qu'il ne l'a pas vu depuis extrêmement longtemps, mais grâce à l'épée qu'il avait cachée sous le rocher, et sur cette épée, il y a sculpté sur un manche d'ivoire des serpents, et c'est grâce à cette reconnaissance que Thésée est sauvé. Thésée ensuite livre un combat contre un énorme taureau qui se trouve dans la plaine d'Argos. C'est un taureau blanc qui, selon l'histoire, aurait tué dans sa fureur plus d'une centaine d'hommes. Thésée décide de l'affronter. Pour cela, il le conduit dans les rues d'Athènes et le mène jusqu'à l'acropole. Et une fois qu'il est sur l'acropole, devant le temple d'Athéna, il décide de le sacrifier. Ce taureau est en réalité le père du Minotaure, et Thésée, dans un autre épisode, va livrer combat contre le monstre dans le labyrinthe de Knossos. Et dans la tragédie de Racine, Phèdre, dans son délire, confond Thésée et Hippolyte, et elle-même prend la place d'Ariane et de son fils, et voilà ce qu'elle dit à Hippolyte:
c'est moi, prince, c'est moi dont l'outil de secours vous eut du labyrinthe enseigné les détours. Donc, pourquoi ce long détour? Tout ça pour dire que l'épée dont se sert Thésée tout au long de son périple et de ses aventures, qui servent à le protéger, à le défendre, Hippolyte, lui, une fois qu'il a cette arme en main, devient une arme à double tranchant et même une arme qui se retourne contre lui, car Phèdre, dans sa déclaration enflammée à Hippolyte, lui prend son épée, le désarme et lui dit: à défaut de ton bras, prête-moi ton épée, donne, c'est acte 2, scène 5, et cette épée va ainsi sceller définitivement la condamnation d'Hippolyte, car la confidente de Phèdre va la confier à Thésée et devient la preuve d'une violence exercée contre la reine. Thésée se laisse abuser et il croit ainsi son propre fils coupable. Détestable pensée, pour parvenir au but de ses noirs amours, l'insolent de la force empruntait le secours. J'ai reconnu le fer, instrument de sa rage, le fer dont je l'armais pour le plus noble usage. Donc, après le discours de Théramène, Thésée admet son erreur, Phèdre, expirant, rétablit la vérité, Hippolyte est innocenté, Thésée, d'une certaine façon, accomplit indirectement un infanticide. Pourtant, il ne sera pas puni des dieux, car il existe dans la mythologie des dieux vengeurs, à forme inhumaine, qui, eux, terrorisent les héros pour les forfaits qu'ils ont commis. Je passe à Andromaque et à la figure d'Oreste, sur ces monstres nettement moins spectaculaires que le héros que le monstre qui vient d'être présenté dans Phèdre, pour parler de créatures qui apparaissent devant Oreste à la scène finale. Ce sont des attaques qui sont des attaques fulgurantes, et là où le dragon terrifiait tout un groupe d'hommes, là les furies n'apparaissent qu'à Oreste. Il est seul et il est saisi par cette vision spectaculaire. Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance. Oui, je te loue au ciel de ta persévérance. Appliqué sans relâche au soin de me punir, au comble des douleurs, tu m'as fait parvenir. Ta haine a pris plaisir à former ma misère. J'étais né pour servir d'exemple à ta colère, pour être du malheur un modèle accompli. Eh bien, je meurs content et mon sort est rempli. Où sont ces deux amants? Pour couronner ma joie dans leur sang, dans le mien, il faut que je me noie. L'un et l'autre, en mourant, je les veux regarder. Réunissons trois cœurs qui n'ont pu s'accorder. Mais quelle épaisse nuit tout à coup m'environne. De quel côté sortir? D'où vient que je frissonne? Quelle horreur me saisit. Grâce au ciel, j'entrevois Dieu, quel ruisseau de sang coule autour de moi. Pylade. Ah, Seigneur. Oreste. Quoi? Pyrrhus, je te rencontre encore? Trouverai-je partout un rival que j'abhorre? Percé de tant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. Mais que vois-je à mes yeux? Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quels affreux regards elle jette sur moi! Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, filles d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'emmêler dans l'éternelle nuit? Venez à vos fureurs, Oreste s'abandonne. Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione.
L'ingrate, mieux que vous, saura me déchirer, et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. » Donc, dans Andromaque, Oreste s'est envoyé en ambassade auprès de Pyrrhus afin de capturer le fils d'Andromaque et de le livrer aux Grecs. Dans la mythologie et dans la fameuse bataille de la guerre de Troie, les combattants troyens sont tous abattus, la ville est incendiée, mais les femmes sont réparties par tirage au sort entre les vainqueurs. Oreste, lui, a comme mission de effectivement récupérer Astyanax, mais en réalité, ce qu'il souhaite, c'est enlever Hermione qu'il aime, et en même temps, ce qui l'emmènera, ce sera uniquement son cadavre. Alors, cette fin tragique, et notamment ces hallucinations de voir des morts revenir, elles sont provoquées par les Érinies. Ces Érinies, elles sont au nombre de 3. Il y a Tisiphone, qui garde la porte des enfers, on la car sa robe est tachée de sang. Il y a Mégère, qui, elle, sème la discorde et la jalousie et qui promeut l'envie et la colère. Et il y a Alecto, peut-être la plus terrible, car elle est celle qui n'accorde aucun répit. Les Grecs nomment ces créatures les Furies, et les Grecs eux-mêmes, qui n'osent pas prononcer le nom d'Érinie par superstition, de peur qu'elle n'apporte le malheur, les surnomment les Bienveillantes. On trouve aussi le nom d'Euménides. Ces Euménides, elles sont décrites dans une tragédie d'Achille. Donc, elles ont des cheveux de serpent, elles ont des têtes de chien, elles ont des ailes de chauve-souris, elles pleurent des larmes de sang, elles hurlent auprès de leurs victimes jusqu'à les rendre fous. Ce sont des apparitions spectaculaires, des apparitions saisissantes qui paralysent de terreur, et surtout, elles torturent les consciences, car elles ne s'attaquent pas à n'importe qui, elles s'attaquent d'abord à des personnages coupables, et notamment coupables de meurtres inqualifiables, et ce sont des personnes qui n'ont pas été punies par la justice des hommes, et donc elles interviennent pour terrifier ces victimes, et notamment ceux qui ont commis un fratricide, un parricide et un matricide. Alors, Oreste, il faut reprendre l'Orestie. Oreste a tué de ses propres mains sa mère en lui coupant la tête. Il lui dérobe la vie, alors que c'est elle qui lui a donné la vie, et donc ce crime impardonnable fait qu'il est victime des Érénies. Clytemnestre a fait assassiner Agamemnon, qui, après être revenu de Troie, souhaite rejoindre la ville de Mycène, et Clytemnestre le tue. Elle se marie avec Égiste. Oreste, heureusement, est enlevé et en tout cas est élevé à Chrysa, et décide à l'adolescence de venir venger son père. Il est accompagné de son fidèle compagnon Pylade, et décide d'accomplir ce crime en la mémoire de son père. Il est intéressant de voir que Clytemnestre, juste avant de mourir, fait un rêve prémonitoire dans lequel elle donne naissance à un serpent, et ce serpent, elle lui donne le sein, et le serpent tire autant de lait que de sang. Oreste donc arrive dans la ville de Mycène, il est déguisé en messager, il trompe tout son monde en annonçant la mort d'Oreste pour écarter tout soupçon, et encouragé par sa sœur Électre, il peut enfin accomplir sa vengeance. Après le matricide, il refuse d'enterrer et le roi et la reine dans la cité, et décide de leur réserver un tombeau à l'extérieur. Et c'est durant cette première nuit où il veille les morts qu'il subit l'attaque des Érénies. Donc là, je cite Échille et les Euménides, et voilà ce que disent les Érénies. « Je te mangerai vivant, tu ne seras pas épargné, écoute cet hymne qui t'enchaîne, allons, chantons en chœur, il nous plaît de hurler le chant effroyable, et quiconque a fait le mal et cache des mains sanglantes, nous lui apparaissons, incorruptibles, témoins des morts, avec force et puissance, nous lui faisons payer le sang répandu. » Donc,
toutes ces précisions pour expliquer la fragilité mentale et physique d'Oreste dans Andromaque, au point qu'on se demande comment les Grecs peuvent lui faire confiance pour conduire de manière éclairée une ambassade. Et on voit qu'il est en proie aux fièvres et à des délires, en se sentant complètement envahi par ces attaques. Il est effrayé, il est éructe, il court dans tous les sens, et il convient de savoir que lorsque la pièce a été créée au théâtre de Bourgogne, le rôle a été confié à un grand acteur qui s'appelle Montfleury, et la légende voudrait que cet acteur soit mort sur scène en interprétant le rôle d'Oreste à cause de ce rôle extrêmement physique, et surtout avec ces déclamations et ce jeu extrêmement outrancier. Dans Bajazet maintenant, alors on trouve un animal ou une bête maléfique qui est cette fois plutôt une créature hybride, qui est mi-homme et mi-ange au pouvoir exterminateur. Alors Bajazet est une tragédie qui a été écrite en 1670. Nous ne sommes pas dans l'univers de la mythologie, mais là dans une grande turquerie, une turquerie qui s'approchera vite du grand macabre. Et voilà comment Racine, dans sa préface, présente avec une certaine fascination la succession des meurtres pour accéder au trône. Amurath, empereur des Turcs, a eu 4 frères. Le premier, Osman, fut empereur et régna environ 3 ans, au bout desquels les janissaires lui ôtèrent l'empire et la vie. Le second se nommait Orcan. Amurath, dès les premiers jours de son règne, le fit étrangler. Le troisième était Bajazet, prince de grande espérance, et c'est lui qui est le héros de ma tragédie. Le sultan parti en guerre à Babylone envoya un ordre à Constantinople pour le faire mourir. Donc on voit effectivement que l'exercice du pouvoir relève d'une violence bestiale, il n'y a pas de place pour les sentiments, les liens fraternels n'existent pas, seule la sauvagerie peut l'emporter. Donc dans l'intrigue de cette pièce, le jeune frère du sultan est enfermé dans un palais, la sultane tombe amoureuse du frère du sultan, mais évidemment Bajazet ne l'aime pas car il aime Attalide et tous finiront massacrés. Racine décrit une figure du mal qui vient châtier sans état d'âme l'ensemble de ces personnages. C'est une allégorie du démon. Il vient pour appliquer la loi sanguinaire du sultan et faire respecter l'ordre du sérail, enfin, ou en tout cas l'ordre et la tyrannie. Et quand il arrive, on se prosterne pour l'accueillir. Il est un peu un messager de la mort. Voilà ce qu'il est dit. « Madame, un esclave arrive de l'armée, et quoique sur la mer la porte fût fermée, les gardes sans tarder l'ont ouverte à genoux aux ordres du sultan qui s'adresse à vous. » Cet archange franchit tous les espaces du palais, les espaces ouverts, les espaces interdits, il tend des pièges, il tue, il s'acharne avec un malin plaisir sur ses victimes, il y a des morts lentes, il y a des morts par étouffement, il y a des morts par étranglement, et il est aidé par des forces obscures. Voilà comment Bajazet est décrit mourant. Bajazet était mort, nous l'avons rencontré, de morts et de mourants noblement entourés, et vengeant sa défaite et cédant sous le nombre, ce héros a forcé d'accompagner son ombre. Et la sultane, donc Roxane, est elle aussi assassinée. Oui, j'ai vu l'assassin retirer son poignard tout fumant dans son sein, Orcan qui méditait ce cruel stratagème, la servait à dessein de la perdre elle-même. Cet ange noir annonce évidemment toute la vengeance du tyran, et je passe à la partie relative cette fois à Britannicus et à Néron, l'œuf du serpent, car l'expérience du pouvoir est toujours chez Racine une expérience monstrueuse. Les gouvernants sont des grands fauves, avides de puissance, avides de pouvoir, avides de sang. Cette comparaison avec les fauves,
on la retrouve chez les moralistes. Cette bestialité, on la voit chez La Rochefoucauld, qui nous dit « Combien y a-t-il d'hommes qui vivent du sang et de la vie des innocents, les uns comme des tigres, toujours farouches, toujours cruels, d'autres comme des lions, en gardant quelque apparence de générosité, d'autres comme des ours, grossiers et avides, d'autres comme des loups, ravissants et impitoyables. » Donc ce bestiaire en lien entre les gouvernants et les animaux est un peu un topique. Même Machiavel en parle dans Le Prince, mais lui a une vision beaucoup plus nuancée en disant que voilà, le fauve, l'animal est aussi porteur de valeurs intéressantes pour défendre le pouvoir. Il y a la ruse, il y a l'intuition, il y a l'observation, il y a l'agilité, et en même temps il y a aussi cette force, cette férocité, cette cruauté. Voilà ce qu'il dit. Un prince doit avoir en quelque sorte deux natures, que l'une a besoin d'être soutenue par l'autre. Le prince, devant donc agir en bête, tâchera d'être tout à la fois renard et lion. Car s'il n'est que lion, il n'apercevra point les pièges, et s'il n'est que renard, il ne se défendra point contre les loups. Il a également besoin d'être renard pour connaître les pièges et lion pour épouvanter les loups. Donc, le monstre dans Britannicus et dépeint par Racine dans Néron est en fait un monstre naissant. C'est le titre que Racine, enfin c'est ainsi que Racine le décrit dans sa préface, d'où le sous-titre « L'œuf du serpent ». Néron découvre ses instincts les plus vils, les plus bestiaux. Une voix intérieure le guide pour conduire le mal. Alors, on se demande pourquoi, effectivement, cette tragédie autour de Néron s'appelle Britannicus. Eh bien, tout simplement pour des questions de bienveillance. Le titre d'une tragédie doit toujours porter le nom d'un héros et d'un personnage porteur de valeurs positives. Racine essaie de se défendre en disant « Il s'agit d'un prince de 17 ans qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup d'amour, et qui a beaucoup de franchise, les qualités ordinaires d'un jeune homme. » Or, en réalité, dans sa grande naïveté, il est le tout premier à subir à être sacrifié et à subir le sort que Néron lui voue. Cette tragédie connaît un succès extrêmement limité, et Racine, pourtant, pour se défendre, dit « c'est la tragédie que j'ai le plus travaillée ». Ce qu'il importe, c'est de voir effectivement que ce maître qui est tout-puissant, cet empereur qui est omniprésent et qui règne, est tout le contraire d'un empereur qui règne dans le faste, qui règne dans l'apparat, dans l'ostentation. C'est au contraire un tyran qui est fuyant, qui est presque absent, et qui se dérobe à chaque fois qu'on l'attend. On va écouter la mort de Britannicus tout de suite. La mort ? Non. De Burrus, tu veux dire alors ? La mort de Britannicus. D'accord, par Burrus. D'accord. Burrus, le gouverneur de Néron. Donc, Néron qui a empoisonné Britannicus, juste. Burrus. La coupe dans ses mains par Narcisse est remplie. Mais ses lèvres à peine en ont touché le bord. Le fer ne produit point de si puissants efforts. Madame la lumière à ses yeux est ravie. Il tombe sur son lit sans chaleur et sans vie. Jugez combien ce coup frappe tous les esprits. La moitié s'épouvante et sort avec des cris. Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage, sur les yeux de César, composent leur visage. Cependant, sur son lit, il demeure penché. D'aucun étonnement, il ne paraît touché. Le poison qui est utilisé est un poison fulgurant, car à peine les lèvres sont-elles posées sur la coupe que
Britannicus meurt. Ce poison a la force d'une arme blanche, aucune agonie, aucun cri. Racine décrit ici un monstre à l'origine du mal. Il précise que Néron n'a pas encore mis feu à Rome, il n'a pas encore tué sa mère, il n'a pas encore tué sa femme, ni ses gouverneurs, et que pour autant, avec ce meurtre, on reconnaît bien rapidement Néron avec le début de ses forfaits. Néron est un monstre à sang froid, c'est un reptile, il empoisonne. On le voit avec le poison. On peut aussi évoquer cette métaphore qui est celle du reptile. Hein. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. Et on voit bien cette image animale et bestiale qui est présente dans l'ensemble de la pièce. Néron n'est pas un acteur. Hein. Il commande aux autres de faire. On le voit avec la mort de Britannicus. Il laisse Narcisse, son confident, agir. Lui est plutôt en recul. Il est plutôt en arrière, il laisse les autres, les autres agir à sa place. Donc du coup, parmi ces acteurs de seconde main, hein, on trouve le personnage de Narcisse qui est un confident, qui est à la manœuvre. C'est lui-même qui commande le poison pour Britannicus, et voilà ce qu'il dit à son maître. « Seigneur, j'ai tout prévu pour une mort si juste. Le poison est tout prêt, la fameuse Locuste a redoublé pour moi ses soins officieux. Elle a fait expirer un esclave à mes yeux. » Donc il prépare le terrain pour les forfaits de son maître. Narcisse entretient le vice du tyran. Il fait croître sa malfaisance. Et en même temps, ce personnage aussi qui est double exprime par rapport à Britannicus une certaine audace et voire même un mépris, puisque dès le premier acte, il déclare à son maître « C'est à vous de choisir des confidents discrets, Seigneur, et de ne pas prodiguer vos secrets. » Donc on voit effectivement que c'est avec une certaine condescendance qu'il traite son maître. Il aura une fin extrêmement douloureuse puisqu'il sera condamné par les Romains alors qu'il veut entrer dans le temple des Vestales. Il y a enfin ce monstre que Racine chérit, qui est un monstre en soi, une créature indomptable, qui prodigue une force non maîtrisable, une violence quasi incontrôlable, et ces personnages qui nourrissent cette bête en eux, la voient souvent grandir de manière impuissante. C'est là aussi toute la dimension du tragique, cette force maléfique qui les dépasse, et on trouve dans la toute première tragédie de Racine, dans la Thébaïde, les deux fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice, qui sont les parfaits exemples de la manière dont ils sont victimes de cette force et de cette haine viscérale qui les nourrit l'un et l'autre au point de s'entretuer. Donc, Éthéocle, avec Créon. Nous avons l'un et l'autre une haine obstinée. Elle n'est pas, Créon, l'ouvrage d'une année. Elle est née avec nous. Et sa noire fureur, aussitôt que la vie entra dans notre cœur. Nous étions ennemis dès la plus tendre enfance. Que dis-je? Nous l'étions avant notre naissance. Triste et fatal effet d'un sang incestueux, pendant qu'un même sein nous renfermait tous deux. Dans les flancs de ma mère, une guerre intestine de nos divisions lui marqua l'origine. Elles ont, tu le sais, paru dans le berceau. Et nous suivrons peut-être encore dans le tombeau. On dirait que le ciel, par un arrêt funeste, voulut de nos parents punir ainsi l'inceste, et que dans notre sang, il voulut mettre au jour tout ce qu'ont de plus noir et la haine et l'amour. Et maintenant,
Créon, que j'attends sa venue. Ne crois pas que pour lui ma haine diminue. Plus il approche, et plus il me semble odieux. La haine entre les deux frères, en fait, ne les divise pas, mais au contraire, elle les approche, elle les unit. C'est un besoin consubstantiel qu'ils ont l'un pour l'autre de se nourrir de cette pulsion de mort. Ils sont dans une complémentarité et cette haine est quasi une haine animale. Et Racine, du coup, coupe tout lien avec une humanité possible. Ces personnages sont condamnés à vivre avec cette violence, ils sont sacrifiés sur l'autel de la tragédie. Et le tragique naît aussi de cette conscience du monstrueux que les personnages portent en eux-mêmes. En guise de conclusion, je laisse encore la parole à Racine. Voilà ce qu'il écrit sur la Thébaïde. « La catastrophe de ma pièce est peut-être un peu trop sanglante. En effet, il n'y paraît pas de comédien qui ne meure à la fin. » C'est une manière dont Racine dit qu'il lui-même, il ne canalise pas sa propre sauvagerie intérieure. C'est une sauvagerie qui, pour autant, pour reprendre l'intitulé de la matinée, la sauvagerie est-elle le propre de l'humain? Eh bien, pour autant, cette sauvagerie n'est pas loin de l'humanité et au contraire, elle s'en rapproche. Racine joue sur cette corde de l'instabilité, du revirement irraisonné, de l'inclinaison vers la chute, de la démence et de ce qui fait pousser l'humain vers la folie. C'est la fureur qui est incarnée et nous sommes effectivement pitoyables humains penchés vers cette pulsion. Cette noblesse des personnages s'exprime à la fois par le courage que détiennent les personnages pour affronter la mort. Ce sont des guerriers, ce sont des princes qui gardent bien évidemment leur fierté, mais leur grandeur, elle est là, elle est maintenue jusque dans leur agonie. Et les héros tragiques ont comme vertu de ne pas craindre la mort, et on peut même, pour certains d'entre eux, les accuser d'y courir de manière trop prompte. Merci. Merci beaucoup pour cette brillante conférence avec cet imaginaire qui est sollicité comme ça. Merci beaucoup pour cette lecture comme ça extrêmement colorée, extrêmement vivace. Donc c'est un temps de questions. Est-ce que vous avez des questions? Les tyrans qui occupent le pouvoir sont des gens monstrueux. Est-ce qu'ils sont monstrueux en eux-mêmes ou est-ce que c'est le pouvoir qui les rend monstrueux? Dans le cas contraire, il pourrait être pardonné. Chez Racine, il y a quand même un héritage qui fait que le plus souvent, le passé, les ascendants, la descendance font qu'on est souvent dans une lignée où, hélas, l'homme au pouvoir n'a qu'un chemin tout tracé, et dans la tragédie, un chemin tracé vers la violence, vers la terreur. Et voilà pourquoi, effectivement, la marge d'action, la marge d'initiative qui serait laissée pour tendre vers une amélioration, vers le fait de freiner ses propres passions, ses propres pulsions, chez Racine est extrêmement réduite. Ce que tu évoques me fait penser à cette idée selon laquelle dans nos sociétés, on a des administrateurs, et les administrateurs seraient quasiment sans passion. Ils choisiraient des optimums économiques, etc. Bon. Alors que tout le monde voit bien à quel point ce sont aussi des ours, des loups, etc. Je trouve qu'on a un imaginaire politique qui s'est incroyablement désarmé en quittant tout cet appareil métaphorique. Et c'est ça qui est très frappant. C'est qu'on a l'impression qu'on pouvait beaucoup mieux prendre la mesure de la dangerosité du pouvoir sur un plan psychologique pour le gouvernant, mais aussi pour les gouvernés, quand on avait ces images animales qui nourrissaient notre manière de manifester nos répulsions et notre effroi. Et je trouve que, enfin, ce qui me frappe beaucoup dans ce que j'ai entendu, c'est que ça mobilise notre imagination beaucoup plus que
la manière dont les choses sont mises en scène aujourd'hui, avec des chiffres macroéconomiques, etc. On a changé de monde de langage, alors que probablement qu'il y a encore beaucoup de choses qui se jouent sur ce plan, voilà, des émotions très puissantes. Dans les conférences qu'on a eues précédemment, on avait vraiment l'idée d'humain prédateur par rapport aux bêtes, avec l'idée que voilà, on était dans une phase de 6e extinction, donc là, l'attitude prédatrice de l'humain sur les bêtes, avec une espèce d'extinction du monde animal. Mais là, chez Racine, on a l'impression que la hiérarchie est inverse. On a l'impression que ce sont les animaux qui sont vraiment prédateurs des humains et qu'il y a une espèce de, pas de divinisation, mais enfin une sorte de supériorité de l'animal sur l'humain qui soit l'habite à travers ses pulsions, soit est mu par d'autres instances qui les lancent. Enfin, on a l'impression quand même que quelque part, enfin, on se demande si ces pauvres humains, ces pauvres humains, ils n'ont pas une espèce de pouvoir au-dessus d'eux, finalement, qui est celui des animaux. Alors, soit métaphorique, soit réel, et puis avec toujours le fait qu'il y a une grande parenté quand même entre les animaux et les dieux. Voilà, les animaux sont des créatures monstrueuses envoyées directement par les dieux, qu'il s'agisse du monstre envoyé par Poséidon pour sacrifier Hippolyte, qu'il s'agisse des Érénies qui montent des enfers pour tyranniser tous les hommes qui sont impunis pour les crimes qu'ils ont commis et qui les pourchassent durant leur vie, mais aussi durant leur mort. On est véritablement sur des figures qui sont entre les mains des dieux et pour lesquelles les hommes ne peuvent que manifester leur impuissance et se livrer en victime. Ce qu'il est beau chez Racine, c'est cette manière non seulement d'accepter cette fatalité, mais d'aller d'y courir. D'aller au-devant de son destin en s'y livrant de manière tout à fait consciente et sans chercher à fuir et à livrer bataille ou enfin en tout cas à s'y soumettre presque de manière obstinée. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les humains sont comme les instruments des animaux? C'est pas des humains. Ce sont des héros tragiques. Et les héros tragiques n'ont rien à voir avec le commun des mortels. Heureusement ou malheureusement? On est dans la tragédie telle que Aristote l'a décrit, hein, dans le frayeur et pitié, purgation des passions, donc la distance entre entre les personnages mis en scène, présentés, est un gouffre par rapport aux spectateurs et à l'humanité moyenne. Il y avait plusieurs intervenants qui ont vraiment critiqué le primat contemporain de l'éthique avec le véganisme, enfin dans un monde comme ça du XXIe siècle où on n'est toujours pas dans une attitude pratique ou de plaisir à l'égard du monde, mais toujours on fait toujours du côté de l'éthique. Donc là, il y a quelque chose vraiment d'intéressant dans ces cultures classiques où avec la richesse d'échapper cette espèce d'absolutisme éthique qui nous frappe vraiment aujourd'hui, quoi. Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est la richesse. C'est la richesse de ces images. Et je trouve que mettre en scène la cruauté de la politique, ça suppose des ressources d'imagination qu'on n'a plus ou qu'on a moins. Précisément parce qu'on est beaucoup dans le... voilà, et donc quand on voit des hommes politiques nouveaux, comme Trump par exemple, on a l'impression qu'on a un vocabulaire qui n'arrive pas à attraper la réalité parce qu'on a désarmé notre langage. On est dans un langage très rationnel, très administratif, très chiffré. Et donc tout ce qui se passe en dessous, ben, en fait on ne le voit pas. Enfin, on le voit moins et on ne sait pas le nommer. Enfin, c'est vraiment ce qui me frappe quand j'entends cette
Il me reste à vous remercier, juste à vous conseiller à lire Racine, évidemment, à relire les classiques, hein, Échille, Euripide, Aristote aussi, hein, sur tout ce qui relève de la tragédie. Merci. Merci.